On va parler de cette autre guerre, de cette offensive russe. Vladimir Poutine a visiblement décidé de lancer une grande partie de ses troupes pour prendre le plus de terrain possible avant d'éventuelles négociations. On en parlera dans un instant. Et notamment vis-à-vis de l'arrivée au pouvoir d'un certain Donald Trump. C'est particulièrement le cas, Laura, dans l'est de l'Ukraine, le Donbass, où 150 000 soldats russes auraient été mobilisés. Une situation critique pour les Ukrainiens et une information d'ailleurs qui nous vient de Kiev. 150 000 hommes sont répartis dans seulement 3 directions. Il serait plus de 70 000 vers Pokrovsk, environ 35 000 vers Kourakove, 40 000 vers Vremivka, ici dans le sud, près de la frontière des oblasts de Donetsk et de Zaporijjia. Ces 3 directions que vous voyez ici, ce sont les 3 points chauds du Donbass actuellement, ceux où les Russes mettent le plus de pression pour percer les défenses ukrainiennes. Voilà plusieurs mois, vous le savez, qu'ils sont à moins de 10 km de Pokrovsk. À Kourakove, ils sont entrés dans certaines parties de la ville. Et à Vremivka, les combats se sont intensifiés ces derniers jours. En face, les Ukrainiens sont en position défensive. Ce que l'on sait, c'est qu'ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils ne communiquent pas sur leurs propres effectifs. À titre d'exemple, d'après les informations de Solène Rioux, notre reporter en Ukraine, sur le front de Pokrovsk, le rapport de force serait actuellement de 1 à 8, un soldat ukrainien pour 8 soldats russes. Selon les témoignages des soldats ukrainiens sur le terrain, les Russes procéderaient selon une tactique particulièrement meurtrière, l'envoi de petits groupes de 3 à 5 soldats couverts par l'artillerie pour creuser des tranchées près des positions ukrainiennes. Une stratégie qui porte un nom funeste sur le front, le hachoir à viande. On tue les 3 qui attaquent, puis les suivants, et après 3 jours d'efforts, ils perdent peut-être 10 soldats, mais leur artillerie nous fait reculer, résumé cette semaine, un officier ukrainien engagé non loin de Kourakove, à nos confrères de l'AFP. Conséquence, un nombre de morts très élevé pour Moscou. D'après une analyse de l'ISW, les Russes perdraient actuellement 53 hommes par kilomètre carré de territoire saisi. Conséquence aussi, un recul des Ukrainiens face à cette poussée en continu. Rien que pour le mois de novembre, ils ont perdu 725 km² de territoire, toujours selon l'ISW. Confiante de sa faiblesse numérique, l'Ukraine a annoncé fin octobre la mobilisation de 160 000 hommes supplémentaires dans les mois à venir. En face, le ministère de la Défense russe a fait savoir que 300 000 nouvelles recrues devaient être déployées sur le terrain ukrainien en 2025. Les Russes essayent de pousser véritablement sur le front avec cette perspective de négociation que vous mentionniez. Mais ces derniers jours, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a du mal à avancer comme elle a pu avancer début novembre. C'est-à-dire, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Qui va jouer. Évidemment, la météo. Parce que les Russes procèdent par l'artillerie. Et ensuite, avec des drones, ils arrivent à voir ce qu'ils ont réussi à toucher. Et après, ils envoient les soldats. Mais ces derniers jours, les conditions météo font que les Russes n'arrivent pas à voir ce qu'ils arrivent à toucher. Et donc, ils envoient des soldats un peu dans l'inconnu. Et donc, ils accusent d'immenses pertes. Et ce qu'on voit, c'est que aussi le moral des Russes... Ça sera en attendant que les sols soient totalement gelés et effectivement... Et qu'il y ait la fameuse Rasputitsa et cette... repartir à l'offensive quand les sols seront durs. Et cette mer de boue qui va certainement déferler encore cet hiver sur l'Ukraine et qui va empêcher l'avancée des véhicules sur le front. Mais il y a une donnée assez intéressante. Le Kremlin dit qu'il table sur 300 000 soldats russes en 2025. Ces dernières semaines, on voyait que le Kremlin était capable de recruter à peu près 1000 soldats par jour. Aujourd'hui, c'est 600. C'est-à-dire qu'on voit un net recul de la mobilisation russe, malgré les efforts financiers conséquents du Kremlin, avec les soldes qui triplent, avec notamment le Kremlin qui s'engage à rembourser les dettes de près de 96 000 euros contractées par des citoyens russes qui s'engageraient dans l'armée russe. Donc malgré cette attractivité financière que recherche le Kremlin, la mobilisation des Russes, actuellement, n'est pas là. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron se rendra demain à Varsovie. Il devrait discuter de cet avenir de l'Ukraine et des solutions de paix. Regardez ce sujet signé Camilla Campuzano. Il est déterminé à rouvrir le dialogue. Le Premier ministre polonais veut relancer rapidement les négociations entre Kiev et Moscou. Notre présidence sera co-responsable, entre autres, de ce que sera le paysage politique, de ce que sera la situation pendant les potentielles négociations de paix. Même s'il y a encore des points d'interrogation, elles commenceront peut-être en hiver cette année. La Pologne prend la présidence tournante de l'Union européenne.
L'occasion pour cet allié de l'Ukraine de peser dans les discussions. Donald Tusk va recevoir Emmanuel Macron demain à Varsovie pour en discuter. Le chef de l'État français qui a organisé une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump le week-end dernier lors de leur voyage à Paris pour la réouverture de Notre-Dame. Le président ukrainien dévoile la teneur de leur conversation. Une fin diplomatique de la guerre permettra de sauver davantage de vies. Et c'est ce que nous voulons. Mais j'ai insisté auprès du président Macron et du président élu Trump. Vous verrez que Poutine ne veut pas que cette guerre se termine. Il faut donc le forcer à la paix. Il ne peut être forcé que si l'Ukraine est forte. La Russie, de son côté, semble déjà poser ses conditions. L'opération militaire spéciale prendra fin lorsque tous les objectifs fixés par le président et le commandant en chef auront été atteints. Ces objectifs peuvent être atteints à la suite de l'opération militaire spéciale ou à la suite de négociations pertinentes. La voie diplomatique a privilégié également pour Donald Trump, le futur président américain qui veut réduire l'aide à l'Ukraine. En attendant son accession à la Maison-Blanche, Joe Biden, lui, accélère et débloque comme promis 20 milliards de dollars financés par les intérêts des avoirs russes gelés suite aux sanctions. On va partir en Ukraine, retrouver Solène Rioux et Pauline Normand. Elles sont à Izium. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez rencontré des soldats. Alors vous allez voir, il y a de sons de cloche. Vous avez une population qui se laisserait peut-être par usure, après 3 ans de guerre, tenter par, non pas la paix pour le moment, mais par des négociations. Et puis, Solène, il y a ces soldats que vous avez rencontrés et eux, pas question d'abdiquer, pas question d'arrêter de se battre et de laisser un pouce de sol ukrainien aux Russes. Alors les militaires ukrainiens sont beaucoup plus tranchants. Avec Pauline Normand, en presque 3 semaines, on a fait tous les fronts. On a été au sud au niveau de Zaporizhzhia, on a été à l'est à Pokrovsk et là on revient tout juste justement d'une nuit passée sur le front de Kharkiv. Et je peux vous dire qu'à l'unanimité pour les soldats ukrainiens, ce qu'on entend, c'est pas de négociation. Nous, ce qu'on veut, c'est la victoire. Et quand les soldats ukrainiens parlent de victoire, ça veut dire récupérer l'intégralité du territoire. Hors de question pour eux de céder ne serait-ce qu'une once de territoire à Vladimir Poutine, car leurs frères d'armes ont versé leur sang pour défendre leur territoire parce que eux-mêmes risquent leur vie chaque jour. Mais c'est vrai qu'on ne peut s'empêcher de se poser la question, est-ce que ça n'est pas aussi une posture? On sent qu'ils sont extrêmement fatigués. Après près de 3 ans de guerre, on voit leurs cernes, on sent la lassitude dans leurs yeux, on voit que le manque de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants commence à extrêmement leur peser. Mais c'est vrai aussi que, vous savez, la résilience ukrainienne dont on parlait tant au début de la guerre, eh bien elle est toujours là et en particulier dans le rang de ces soldats ukrainiens. Merci beaucoup Solène, merci à Pauline Normand qui vous accompagne. Alors oui, on peut les comprendre, c'est très intéressant ce que dit Solène, Xavier, parce qu'il y a la posture, on voit pas un militaire ukrainien dire oui, bien évidemment, on va donner à la Russie 20% de notre territoire alors que nos camarades sont morts. Ouais, mais il y a quelques mois, on avait des avis contraires. On avait des militaires ukrainiens qui disaient que c'était... Il y en a toujours, on a toujours des sonores, mais bon. C'était pas tenable, et eux, ils étaient les pieds dans la boue, l'arme à la main, à se battre contre les Russes. C'est très intéressant ce que raconte Solène. Alors effectivement, c'est pas un sondage, c'est juste les militaires qu'elle a rencontrés sur plusieurs fronts. Mais effectivement, il y a toujours, je pense, en Ukraine, une volonté de se défendre face aux Russes, en quelque sorte de bouter les Russes hors de l'Ukraine. Aujourd'hui, d'un point de vue militaire, ça paraît totalement impossible. Mais ceci dit, freiner les Russes le 24 février 2022, ça paraissait aussi totalement impossible. Alors, des négociations... 3 ans de guerre, 3 ans d'usure, Xavier. Christophe. Un peu de réalisme. Des négociations vont forcément s'ouvrir, on verra à quel moment. Mais ce que l'on comprend, c'est qu'il n'y a personne avec qui négocier. Zelensky est prêt à négocier, Trump est prêt à cornaquer les négociations pour que ça se termine et qu'il arrête de payer. Donald Trump est prêt sous votre contrôle à tordre des bras, que ce soit celui de Poutine ou de Zelensky. Les Russes ne veulent pas négocier. Ils veulent conquérir tous les oblasts, et puis demain, après-demain, dans quelques mois ou dans quelques années, marcher sur Kiev, parce qu'ils ne tolèrent pas qu'il y ait une république libre, indépendante, qui s'appelle l'Ukraine, qui
pense-t-il, leur a toujours appartenu, qui fait partie des pays frères de l'ex-Union soviétique et qui leur échappe et qui en plus donne un exemple de possibilité de démocratie, même s'il reste de la corruption, même si rien n'était parfait en Ukraine avant l'invasion russe, bien évidemment, mais qui donne un exemple aux Russes. Les soldats russes, quand ils ont débarqué dans les premiers villages qu'ils ont pris le long de la frontière en marchant vers Kiev, ils étaient étonnés par les conditions de vie des Ukrainiens. Je sais pas, tout le monde s'en souvient de cet étonnement des soldats russes qu'on a diffusé sur nos antennes d'ailleurs, en disant ah ils ont des télévisions, ah ils ont des jolies maisons, ah ils ont à manger même, ça allait même jusque là. Donc cet exemple-là pour Vladimir Poutine, il est insoutenable. Donc il faudra réduire l'Ukraine, donc il ne veut pas négocier. Peskov disait encore ce matin que les négociations étaient impossibles parce que la ligne destructrice du régime de Kiev, je le cite, excluait totalement une résolution pacifique. Donc voilà avec qui vont parler Zelensky, Trump, Macron, quand vous entendez et les Polonais. Premier ministre polonais. Alors certes, les Polonais prennent la demain avec Macron, d'ailleurs, ils vont avancer sur des choses extrêmement précises. Oui, non, mais on est d'accord. Par exemple, les 40 000 hommes qu'il faudra mobiliser en Europe pour garder on va l'appeler la zone tampon entre l'Ukraine et les conquêtes territoriales russes. Ça va être extrêmement précis. Tout le monde avance. Le seul qui n'avance pas aujourd'hui, à part essayer d'avancer sur le terrain avec 150 000 hommes, s'ils y sont, c'est Vladimir Poutine. Bonjour, oui, nous étions hier tout à côté de Plurava, dans un village repris par l'armée russe il y a une semaine, un village quasiment détruit, vraiment avec la plupart des maisons éventrées ou complètement à terre. Alors pour se rendre jusque-là, les armées passent souvent par les bois, ce qui est assez difficile en réalité parce qu'il y a encore énormément de boue. Il fait froid en ce moment dans cette partie de la Russie, mais pas suffisamment froid pour que le sol gèle. Donc c'est très compliqué de passer, c'est quasiment impossible d'ailleurs pour des blindés. Et nous étions dans la forêt et on croisait régulièrement des grappes de soldats juchés sur des buggy, des quads pour pouvoir se rendre jusqu'au front. Tant que vous êtes en forêt, dans les bois, vous êtes relativement à l'abri des drones, c'est l'une des grandes craintes des militaires. Mais une fois dehors, lorsqu'il faut s'approcher des villages, c'est là que ça devient très dangereux. Alors on a pu nous parler à des soldats russes qui s'étaient réfugiés dans la cave d'une maison détruite et eux nous disaient constater que les combats s'intensifient, que ça s'accélère et c'est une chose qui est assez palpable quand vous êtes là-bas. Vous entendez en permanence l'artillerie russe qui tonne, on sent qu'il y a toute cette logistique en train de se mettre en place progressivement autour de la ville de Soudja, toujours aux mains de l'armée ukrainienne. Là aussi, on sent que Moscou veut faire table rase avant de négocier. Oui, bien sûr, mais c'est parce que je pense que l'objectif ukrainien de prendre une partie de la région de Koursk n'était pas forcément dans le but des négociations, mais était surtout militaire, était de fixer environ 50 000 soldats ça n'a pas fonctionné. Sur cette région. Ça a évité une offensive dans le sud, sur Mykolaiv notamment. Mais effectivement, le Kremlin a véritablement envie de résoudre cette question de la région de Koursk avant de potentielles négociations. Mais pour revenir à la posture russe sur ces négociations, Lavrov a été très clair. Il dit que geler le front ou l'arrêt des combats sur les lignes actuelles du front, pour les Russes, c'est inacceptable. Et mais est-ce que c'est pas une posture? Parce qu'on parle de la posture de Zelensky. Il y a la nôtre, bien évidemment, mais ce que disent les Russes, oui, très bien, on verra. Ça, on n'en est même pas encore au début de la négociation. Et heureusement pour eux, d'ailleurs, qu'ils ne se couchent pas dès maintenant, parce que sinon... Bien sûr, mais les Russes se sont auto-tendus deux pièges. Le premier, il est constitutionnel. Comme vous l'avez rappelé, par décret et par des référendums truqués, ils ont annexé 4 oblasts du Donbass qui ne contrôlent pas actuellement. Ils ont besoin, constitutionnellement, de reprendre ce territoire pour montrer que la Russie contrôle politiquement ces territoires. Sinon, la constitution russe est défaillante, sinon l'État russe est défaillant. Le deuxième piège qui se tendent, mais ça depuis des années, c'est qu'ils s'auto-intoxiquent avec leur propagande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit ces derniers jours le complexe militaro-russe et les penseurs stratégiques du Kremlin paniquer devant de potentielles négociations en disant qu'un recul russe signifierait une défaite comme celle de 1991 et la chute de l'Union soviétique. Les Russes en sont là. Tout dépend, David Rigoulet-Rose, comment vendra ces négociations Poutine à son peuple. On sait qu'il est très fort. Oui, mais ça, à la limite, c'est peut-être moins difficile pour lui que de négocier avec l'extérieur, parce qu'il
la population russe aujourd'hui, elle a intégré la guerre sur la durée. Alors il y a toujours évidemment des mécontentements, mais je pense que la difficulté pour Vladimir Poutine, enfin en tout cas c'est pour ça qu'il veut pas une nouvelle mobilisation, ça c'est sûr, c'est clair, mais ça va être quand même d'intégrer un affaiblissement géopolitique et qui est aussi là, on retrouve la connexion avec le Proche-Orient. Avec ce qui s'est passé notamment. C'est pas du tout anodin. Hein. Ils sont en position de faiblesse. Et ça jouera dans les négociations. Et ça jouera dans les négociations. beaucoup.